et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Pascale Biran. Pascale Biran a une formation en hydrogéomorphologie et elle détient un doctorat en géographie de l'Université de Montréal. Elle est professeure au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia depuis 1998. Elle collabore fréquemment avec des biologistes dans ses travaux de recherche portant sur la restauration des cours d'eau pour l'habitat de poissons. Ses résultats de recherche, publiés dans des journaux scientifiques dans les domaines de la géomorphologie, de génie et de l'écologie, visent à mieux comprendre la dynamique des rivières afin de développer des approches plus durables de gestion des cours d'eau et notamment d'accroître la résilience des systèmes fluviaux en donnant une espèce de liberté aux rivières, ce qui résulte aussi en une meilleure qualité d'habitat. Elle a récemment publié une recension d'écrits portant sur la restauration de l'habitat de poissons en rivière qui met l'emphase sur la nécessité de restaurer les processus fluviaux et de mieux intégrer les concepts hydrogéomorphologiques dans les interventions visant à l'amélioration de la qualité de l'habitat. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à professeur Biran. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de venir ce matin vous parler de restauration de l'habitat du poisson en rivière. Comme ça a été mentionné, la présentation, le webinaire que je donne est basé en fait sur une recension des écrits que j'avais soumise ou publiés avec l'aide financière de la Fondation de la faune du Québec à l'automne dernier. Ce document-là a été mis disponible dans la section qui s'appelle Handouts, là, dans le webinaire. Donc, je suis vraiment la structure de ce document-là. C'est donc un document basé sur un très grand nombre d'articles publiés principalement dans des revues avec évaluation par les pairs. Donc, c'est basé là-dessus complètement ma présentation de ce matin. Il y a aussi deux autres articles récents qu'on a publiés, moi et d'autres collègues, un dans la revue Le Géographe canadien avec Thomas Buffin-Bélanger et notre étudiant au doctorat Simon Massé, qui porte sur ces questions de restauration puis d'intégration d'hydrogéomorphologie, aussi disponible donc dans la section Handout. Et enfin, un article de plus de vulgarisation scientifique dans la revue Vecteur Environnement, qui lui aussi est disponible, qui vient d'être publié en juin dernier avec encore là Thomas Buffin-Bélanger et Silvio Demers de l'UQAR. Avant de commencer à parler du plan, je veux juste mentionner qu'au Québec, c'est vraiment l'omble de fontaine qui est l'espèce la plus visée par les projets de restauration de l'habitat du poisson. On a recensé entre 2010 et 2016 là, que 82% des projets visaient l'omble de fontaine. Plusieurs de ces projets-là incluent ce qu'on appelle le nettoyage des cours d'eau ou l'élimination des débris ligneux, des barrages de castors. Construction de seuils ou déflecteurs, l'ajout de gravier, stabilisation de berges. J'ai mis un exemple ici qui provient d'un document de l'organisme de bassin versant du Saguenay. J'insiste pour dire que je ne cible pas du tout un organisme de bassin versant, je me sers juste de ça comme une illustration visuelle. Dans le document de la recension des écrits, il y a un tableau assez long qui répertorie tous ces projet-là. Là, on le voit là, que l'ombre de fontaine est en caractère gras. On voit les mesures mises en place. Donc, là, je vais passer rapidement. Mais on voit nettoyage, stabilisation, aménagement du seuil sont vraiment des opérations très, très fréquentes dans tous les organismes de bassin versant là, au Québec. Donc, je passe rapidement sur ce tableau-là. Là. C'est pas intéressant de le lire, mais juste pour que vous sachiez qu'il existe. Alors, voilà le plan de la présentation ce matin. 3 parties. D'abord, un résumé des processus fluviaux et des liens avec l'habitat de poissons, donc un petit cours 101 d'hydrogéomorphologie. Ensuite, de l'importance de la restauration des processus, qui est vraiment un changement de perspective ou de paradigme qui est survenu dans les dernières décennies.
Et je vais m'attarder principalement à l'installation de structures dans les cours d'eau, aux frayères aménagées, aux débris ligneux et au barrage de Castor. Est-ce un bienfait ou un fléau? Donc, je vais regarder ces 4 types d'interventions en détail. Encore là, ça suit exactement ce qu'il y a dans la recension des écrits. Pour finir avec des exemples de directives régionales ailleurs, de concepts ou des concepts de gestion de rivière qui sont basés sur la promotion, l'application d'une restauration des processus fluviaux. Donc, ce dont je parlais, là, le changement de paradigme, ça se vit, ça existe là, dans bien des régions. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, un petit cours 101 rapidement sur les processus fluviaux, les habitats. On parle de bassin versant. Je pense que tout le monde, sans doute, est au courant de comment fonctionne un bassin versant. On pense souvent à l'eau quand on pense au bassin versant. Donc, c'est un processus de transfert de l'eau, mais aussi du débit qu'on va dire solide, c'est-à-dire les sédiments, qui jouent un rôle très important. La figure à droite indique là, les 3 zones majeures dans les bassins versants. De production d'abord en amont. C'est de là que les sédiments principalement viennent. De transfert dans les sections médianes où il y a en général à peu près la même quantité de sédiments qui rentrent dans une section de rivière que ce qui sort, et vers l'aval, des zones de stockage de sédiments. Puis on voit des échelles de temps sur cette figure-là, là, que les sédiments peuvent rester inactifs des décennies, voire des siècles et plus dans certains secteurs. Donc, la notion de stockage temporaire des sédiments et du débit solide est très importante. Ça peut être artificiel, là, un barrage, par exemple, va trapper les sédiments, mais naturellement, ces sédiments-là sont stockés aussi dans ce qu'on appelle les bancs d'accumulation. Quelques exemples ici dans un méandre sur la rivière Yamaska Sud-Est. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a 2 grands types de cours d'eau partout dans le monde, là, 2 grandes catégories, alluviaux ou non alluviaux. En général, dans les têtes de bassins versants, on retrouve plus des cours d'eau non alluviaux, c'est-à-dire des cours d'eau souvent qui coulent sur la roche. Alors, la morphologie, dans ces cas-là, va pas s'ajuster facilement, même s'il y a des perturbations, des changements de débit, tout ça, ça va rester à peu près la même chose pendant des échelles de temps géologiques. Tandis que les cours d'eau alluviaux, c'est-à-dire les cours d'eau où l'eau coule sur les sédiments transportés par la rivière, ben, ces cours d'eau-là vont répondre beaucoup plus rapidement à des perturbations, soit du débit liquide de l'eau ou solide des sédiments. Donc, il y a 2 grandes catégories, puis il y a 4 principaux types de cours d'eau. Rectilignes à forte pente, des bancs alternés, donc toujours des bancs d'accumulation, des méandres soit développés ou migrants, donc qui vont avoir une migration plus élevée, ou finalement tressés ou anastamosés. Anastamosés, on en a moins au Québec, on en a quand même quelques-uns dans la région Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, par exemple. J'ai fait un peu exprès, j'ai pris cette image-là d'un document publié en France, juste pour dire que ces types-là de cours d'eau se retrouvent partout. Donc, on peut se servir, en fait, des guides ou des recommandations ailleurs, parce qu'on a ces cours d'eau-là au Québec comme ailleurs. Alors, l'idée de regarder des bassins versants avec le débit liquide et solide, c'est important parce que ces 2 débits-là sont complètement liés l'un à l'autre. Ça, c'est une figure classique qu'on appelle la balance de Lane, qui date des années 1950, qui montre qu'il y a une idée d'équilibre entre l'apport en sédiments, donc le débit solide, et le débit liquide, qu'on appelle en fait une variable la puissance du cours d'eau, parce qu'on tient compte non seulement du débit, mais de la pente. Ce que cette balance-là indique, c'est qu'il y a une idée d'équilibre et que si on intervient, par exemple, si on réduit la charge sédimentaire, ça peut être parce qu'on a construit un barrage qui va trapper les sédiments ou des seuils, ou qu'on a protégé massivement les berges, parce que les berges sont une source de sédiments très importante dans les rivières. Mais là, on diminue une partie de cette balance-là, et ce que ça va amener, c'est un débalancement ou un ajustement vers ce qui s'appelle en anglais le degradation, qui veut dire l'incision verticale ou une régression de fond. Donc, une série d'ajustements qui va s'en suivre. L'hydrogéomorphologie, donc c'est la science qui étudie la dynamique naturelle des cours d'eau. C'est lié à un concept qu'on appelle l'espace de liberté des cours d'eau, qui a été mis de l'avant au début des années 2000 au Québec, mais qui date de bien avant ça ailleurs. Il y a vraiment 2 concepts de base qu'il faut bien comprendre, c'est que les méandres migrent latéralement.
On le voit très bien là où on n'est pas intervenu, comme la figure à gauche, on voit les anciens tracés de ce cours d'eau-là à méandre. Puis ça s'explique aussi assez facilement par une physique d'écoulement en spirale ou on dit hélicoïdale, où les sédiments ont été rodés sur la berge externe et transportés vers la berge interne. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les rivières débordent de leur lit régulièrement. On en entend abondamment parler d'inondations. Mais il faut comprendre que le niveau qu'on appelle plein bord, où le chenal est rempli d'eau, est atteint en moyenne à chaque 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est fréquent. Et au-delà de ça, ben, ça déborde dans ce qui s'appelle avec justesse une plaine d'inondation. Donc, ces deux processus-là ont toujours opéré et vont continuer de le faire dans le futur. Alors, l'approche hydrogéomorphologique, c'est de dire, bon, ben, l'érosion de berges, les crues, ce sont des processus naturels. Donc, c'est pas toutes les berges qui s'érodent qui sont problématiques, qui doivent être contrôlées. Et au contraire, en fait, il y a une littérature scientifique qui dit, mais il y a des vertus à l'érosion de berges. Ça, c'est publié dans Bioscience. Donc, ça procure de l'habitat. Donc, ça peut être positif. C'est souvent perçu comme un problème, mais pas nécessairement. Parce que l'érosion de berges, les crues, ce sont un problème quand seulement il y a un développement urbain ou agricole qui contraint l'espace qui est alloué au cours d'eau. Et de plus en plus, on s'est tourné vers une approche qu'on va dire de restauration des processus et non plus des formes. Ça, c'est un article qui est vraiment majeur, qui date de 2010, encore là dans la revue Bioscience. Ça a été cité plus de 400 fois. Là, puis les auteurs de cet article-là sont des sommités mondialement reconnues. Et donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Et de tenir compte aussi du fait que la rivière, c'est pas juste ce qu'on voit à la surface. Il faut regarder ça d'un point de vue un peu plus global et en 3 dimensions. Il y a des notions très importantes de connectivité latérale entre le chenal et la plaine inondable. Si on n'a plus cette connectivité-là, ça peut réduire le niveau de la nappe phréatique, ça peut augmenter les températures de l'eau, causer une simplification morphologique du cours d'eau. Donc, c'est vraiment essentiel de regarder ça de façon globale. Et c'est au cœur, si on veut, de cette idée d'espace de liberté qu'on a défini au Québec comme la somme de 2 espaces. L'espace de mobilité qui fait que les rivières, les méandres se déplacent dans le temps, mais aussi d'inondabilité. Le fait que la plupart du temps, oui, la rivière se trouve dans son lit qu'on va appeler mineur, donc occupe peu d'espace, toute proportion gardée. De temps en temps, elle va déborder dans un lit moyen et plus exceptionnellement vers le lit majeur, comme on a connu au Québec dans la région de Montréal-Gatineau en 2017, en 2011, la rivière Richelieu. À ça, nous, on a ajouté les milieux humides riverains qui font partie, selon nous, d'un espace d'intégrité, donc d'un point de vue hydrologique et écologique. Ce projet-là d'espace de liberté des cours d'eau au Québec, ça a été un projet qui s'est tenu de 2011 à 2013 avec mes collègues Thomas Buffin-Bélanger de l'UQAR et Marie Larocque de l'UQAM. Et on avait à l'époque travaillé sur 3 rivières, la rivière Yamaska Sud-Est, de la Roche et Matane, pour définir ma méthodologie de cartographie de cet espace-là dont les rivières ont besoin pour bien fonctionner. En bleu, un espace de liberté minimale, et en brun, un espace fonctionnel à plus long terme, avec un espace rare là, pour des événements exceptionnels. C'est depuis la fin de ce projet-là, ça a continué de percoler, cette idée d'espace de liberté. Là, je mentionne quelques projets récents, la rivière Mastigouche, Quaticook, du Nord, Métis-Neigette, ont toute une cartographie maintenant de l'espace de liberté, souvent à la demande locale des municipalités ou des MRC qui voient ça comme un outil très pertinent de gestion des rivières. Donc, l'hydrogéomorphologie, toutes les questions d'espace de liberté, il y a une question de sécurité publique, indéniablement. Là, on veut s'assurer que les gens ne soient pas installés dans des zones vulnérables pour les inondations ou l'érosion de berges, mais il y a un lien avec la qualité d'habitat. La migration latérale, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'érosion de berges procure des habitats très intéressants pour la faune aquatique, mais aussi aviaire, comme on le voit sur cette figure-là d'une autre sommité dans le domaine de Matt Condolph. Et en fait, le même Condolph avait publié cette figure-là qui montre que quand on regarde sur l'axe des X la migration des chenaux, on peut avoir à l'extrême à gauche des chenaux très fortement stabilisés, là, ou fossilisés si on veut, qui ne bougent pas. Et à l'extrême à droite,
ceux qui bougent énormément, comme les rivières Tressé, Anastamosé. Et là où on a la meilleure diversité d'habitat, donc l'axe des Y, c'est là où on a des méandres qui peuvent migrer activement. Donc, il y a vraiment un lien important. Et quand on le regarde en plan ou en section transversale, on comprend aussi pourquoi les méandres qui migrent activement vont avoir une grande diversité de profondeur, de vitesse, de type de substrat. Et ça, c'est idéal pour des espèces aquatiques, d'avoir cette diversité-là. Alors que quand on stabilise, on canalise les rivières, souvent en trapèze, ça, c'est à peu près ce qu'il y a de pire d'un point de vue diversité d'habitat pour les espèces aquatiques. Il faut comprendre aussi que la migration latérale crée des habitats aquatiques par la dynamique des méandres, où c'est normal qu'à un certain point, un méandre abandonne une boucle, donc ça s'appelle une avulsion. Ça va créer ce qu'on appelle aussi un bras mort de méandres. Et ces milieux-là sont très riches d'un point de vue habitat. J'ai mis un exemple ici, je sais que la photo n'est pas terrible, mais c'est l'Ain, une rivière en France en 2000, où on voit un méandre assez accentué et un recoupement qui a eu lieu au début des années 2000. Et que ça continue à évoluer, là, c'est une photo en 2009. Et là, c'est une photo du milieu humide qui est créée par cette dynamique de méandre. Ça paraît pas nécessairement parce que c'est moi qui ai pris la photo, que je suis piètre photographe, mais c'est très, très riche, tant en faune aviaire qu'aquatique, ce milieu-là. Il faut aussi comprendre que c'est souvent quelque chose qui est perçu comme étant nuisible, cette dynamique de méandre, cette mobilité. Donc, on protège, on stabilise fortement les berges dans ces environnements-là. Ça, c'est un exemple sur la rivière Yamaska Sud-Est, au sud du Québec, où la photo est de 1950, la photo aérienne, en noir et blanc, par-dessus le tracé en 2009, et en rouge, la stabilisation de berge. Si on se concentre sur un méandre en amont ici, on voit que dès les années 50, il y avait une forme là, où on voyait que l'eau tendait à essayer de recouper ce méandre-là, très évident en 79, mais on est intervenu, on a remblayé, stabilisé, donc c'est plus du tout le cas maintenant. Alors qu'on s'est privé, si on veut, d'un milieu humide qui aurait été très riche. Évidemment, c'est un endroit, une zone très fortement agricole. C'est pour ça que ça a été empêché, parce que ça crée toutes sortes de problèmes. De même, vers Laval, on avait un ancien bras mort qui a été remblayé pour des fins agricoles. Donc, ce sont des interventions très fréquentes qu'on voit au Québec comme ailleurs. Et la migration latérale aussi apporte des débris ligneux, donc des arbres, qui font vraiment partie de la dynamique naturelle des rivières. Je veux parler abondamment ce matin là, des débris ligneux parce qu'ils ont vraiment un rôle majeur à jouer dans les rivières et par rapport à l'habitat. On avait essayé dans une étude avec Guénolé Chaunet, mon étudiant à la maîtrise à l'époque, de quantifier ce lien-là entre la mobilité et les habitats, donc sur la rivière Yamaska Sud-Est. Je sais que c'est une figure ici un peu compliquée à lire, mais il y a 3 types d'habitats qui avaient été examinés, les bancs d'accumulation, les bras morts de méandres, donc les avulsions, et les débris ligneux. Et ce qu'il faut retenir de cette figure-là, c'est que là où il y a une forte mobilité, donc avec des cercles bruns foncés, ben, il y a plus de ces types d'habitats. Ce ne sont pas toujours les 3 types présents, là, des fois c'est un seul des types, mais il y a un lien évident entre mobilité et habitat qu'on avait quantifié par un indice de mobilité et un indice d'habitat. Il y avait une relation statistiquement significative. Donc, c'est vraiment positif de permettre, là où c'est possible, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible partout, aux rivières de migrer latéralement. Les débris ligneux, donc, il y a un lien entre la mobilité, la présence d'arbres dans le chenal, la qualité de l'habitat, mais il y a aussi des contraintes. Là. Si on pense au Québec, la loi sur les compétences municipales, l'impact de l'enlèvement de toute obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens, ça inclut des arbres, ben, souvent c'est ce qui force le nettoyage des cours d'eau. Donc, ça explique en partie pourquoi c'est fortement promu au Québec, parce qu'il y a cette législation-là, les MRC, les municipalités sont tenues, évidemment, de respecter les lois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nage un peu à contresens. Là. Si on regarde ce qu'il fait ailleurs, souvent on restaure en ajoutant des arbres, en anglais qu'on appelle Large Woody Debris, le LWD. On a un exemple à droite
en Angleterre, là, on voit Leaving Room for Rivers, un peu les concepts d'espace de liberté. Ça, première partie, donc c'est juste un rapide survol là, de concepts de base en hydrogéomorphologie. Maintenant, je vais m'attarder dans la deuxième partie à cette importance de restaurer les processus. C'est vraiment un changement de perspective ou de paradigme. D'abord, les structures dans les cours d'eau, qui ont été très, très populaires depuis les années 1930. Aux États-Unis seulement, là, on comptait à peu près 30 000 structures installées dans ces années-là. On parle de déflecteurs, de seuils, toutes sortes de formes qu'on voit un peu à droite. Donc, en Amérique du Nord, ça a été très, très fréquemment utilisé jusque dans les années 80-90. Il y a des résultats positifs qui ont été notés. En fait, ça, c'était une étudiante de maîtrise que j'avais co-dirigée qui avait réalisé une méta-analyse pour les salmonidés de différents types de structures, des seuils, des déflecteurs, ajout de couverts, ajout de gros blocs et LWD pour Large Woody Debris. Et s'il y avait vraiment, statistiquement, on pouvait démontrer des effets pour différentes espèces de salmonidés, particulièrement la truite arc-en-ciel, le saumon atlantique. C'est aussi plus fort pour des poissons de plus grande taille. Donc, il y a des effets, effectivement, qui peuvent améliorer la densité, dans ce cas-ci, des salmonidés. Sauf qu'il y a très peu d'études à long terme qui ont été effectuées. Ça ressortait dans la méta-analyse, puis je pense que ça serait encore vrai, ça date de 2010. Vraiment, après 5-6 ans, là, on a très peu d'études qui nous permettent un suivi. Il y a aussi que les structures qui sont artificielles, donc les seuils, les déflecteurs, ont un taux d'échec qui a été documenté comme étant plus élevé que des structures plus naturelles qui utilisent, par exemple, les débris lumineux. Et il y a que ces travaux-là là, d'ajout de structure ciblaient une espèce en général, et c'est toujours autour, en grande partie, des salmonidés, alors que maintenant, on essaie de ne pas viser une seule espèce, mais de restaurer à l'échelle des bassins versants. Donc, c'est une approche, l'ajout de structure, qui est de plus en plus abandonnée depuis les années 90. Si on regarde les recommandations de Pêche Océan dans leur guide publié en 2012, pour l'ombre de fontaine, donc qui est l'espèce de loin la plus ciblée au Québec, comme je disais plus tôt, c'est clair dans ce guide-là que l'ajout de structure est quand même perçu comme étant une solution promue. On a des diagrammes assez détaillés là-dessus. Ces recommandations-là sont utilisées aussi dans d'autres guides. Là. Par exemple, un guide plus récent de 2016, l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau du Québec va reprendre les figures du guide de pêche et océan de 2012. Quand on regarde dans la littérature scientifique, la construction de seuil, qui est vraiment ce qui est de loin le plus suggéré là, dans les recommandations de pêche océan, c'est peu recommandé. Là, j'ai mis quelques exemples d'articles ici assez récents par vraiment des sommités dans le domaine, dont un article cité plus de 500 fois là, qui parle de failure of theory. Il y a des critiques assez sévères. Ce que la science dit, c'est que des seuils, ce sont des structures qui sont utiles pour contrer des problèmes d'érosion régressive. Ça, c'est en général, c'est lié à quand on a extrait beaucoup de sédiments dans une rivière ou s'il y a eu une intrusion du lit qui fait suite à des modifications anthropiques. Ça s'est fait beaucoup, par exemple, en Europe, suite à la Deuxième Guerre mondiale, où on avait besoin de matériaux de construction. Donc, on a prélevé dans beaucoup, beaucoup de rivières énormément de sédiments, dans les rivières à gravier surtout. Et là, ça crée un bris de pente, finalement, en anglais, un neck point ou un point dur en français, qui recule, c'est pour ça le terme régressif, là, qui migre vers l'amont. Et pour empêcher ça de se poursuivre, là, on construit des seuils. C'est vraiment le but principal de la construction de seuils. Mais pour améliorer l'habitat de poissons dans des rivières qui ne sont pas affectées par l'érosion régressive, ça reste vraiment à démontrer scientifiquement. Et si on regarde ce qui se fait ailleurs, il y a un guide très intéressant dans l'État de Washington qui date justement de 2012, donc la même année que le guide de pêche et océan au Canada. Ce guide-là, ça c'est la table des matières. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup un accent mis sur l'hydrogéomorphologie. En fait, quand on fait une recherche avec le mot géomorphe quelque chose, là, on a plus de 280 résultats. Donc, les processus fluviaux sont au cœur de ce guide et l'utilisation des structures dans ce guide-là
est indiqué comme seulement utilisé dans les cas où on a des processus naturels qui créent et maintiennent des habitats qui sont sévèrement réduits ou éliminés et ne peuvent être efficacement rétablis. Il existe une opportunité d'obtenir des bénéfices à court terme pendant les années ou les décennies requises pour que les processus naturels se rétablissent complètement. Et où le manque d'habitat spécifique pour des espèces en danger a été démontré. Et dans les plans de rétablissement de ces espèces, il y a urgence d'agir. Donc, c'est vraiment spécifique. Il faut avoir une réelle urgence. Puis pendant qu'on essaie de gérer l'urgence, on travaille aussi sur du plus long terme pour restaurer les processus. Ça, c'était pour les structures de type seuil. Les frayères aménagées, qui sont aussi assez fréquemment utilisées, particulièrement au Québec. D'abord, bon, c'est essentiel de considérer les causes des dégradations observées avant de planifier une intervention comme l'ajout de gravier. C'est toujours essentiel de considérer les causes, mais en particulier si on ajoute des graviers, parce qu'il faut comprendre que la taille des particules dans une rivière va varier spatialement dans le bassin versant et très fortement liée à la pente du cours d'eau, aussi liée à la disponibilité de sédiments qui viennent des versants ou de la plaine. Donc, c'est normal, on s'attend à ce qu'il y ait des particules plus grossières dans les petits cours d'eau de tête de bassin, parce qu'en général, les pentes dans ces cours d'eau-là sont plus fortes, et on s'attend aussi qu'à la taille des particules décroisse vers l'aval. Quand on ajoute du substrat grossier en rivière, bien, il y a un risque assez élevé d'échec. On peut se retrouver dans la situation où l'énergie du cours d'eau dans un secteur où on a rajouté du substrat est faible. Et là, il y aura sans doute un dépôt de particules fines qui vont ensevelir le gravier. Ou si on a un cours d'eau qui est plus dynamique, ben, le risque, c'est que le substrat soit transporté vers l'aval. C'est en général les frayères aménagées dans la littérature scientifique une technique qui est limitée aux cours d'eau fortement perturbés par des interventions humaines, particulièrement par les barrages. Il y a des résultats positifs qui ont été notés, sont souvent temporaires par contre. Et ça requiert, ces frayères aménagées-là, un entretien fréquent. Un exemple d'une étude de Barlop et collaborateurs, 3 des 7 frayères restaurées avec l'ajout de gravier étaient devenues inutilisables par des saumons après 5 années de suivi et il aurait fallu avoir des ajouts fréquents de gravier pour les maintenir. Les frayères aménagées sont souvent utilisées aussi en combinaison avec d'autres méthodes, donc un ajout de bloc par exemple ou de déflecteur. Ça a été démontré comme ayant peu d'impact sur la diversité ou l'abondance des espèces dans différentes études. Ce qui a été noté aussi, c'est que les débris ligneux qui occupent toute la largeur du chenal vont promouvoir les zones d'accumulation de gravier qui vont être éventuellement utilisées par les salmonidés pour la fraie. Là, il y a un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de projets qui visent l'amélioration de l'habitat de l'ombre de fontaine au Québec qui vont combiner des techniques d'ajout de gravier avec le nettoyage des débris ligneux. Ça semble vraiment contre-productif parce que les débris ligneux favorisent l'accumulation de gravier. Donc, il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus concertée de ce point de vue-là. Puis, il est recommandé de seulement utiliser les structures et l'ajout de gravier comme une mesure à court terme en attendant que les processus dans le bassin versant soient restaurés. Les débris ligneux, dont j'ai parlé déjà pas mal, je l'ai dit, ça résulte des interactions naturelles entre les processus fluviaux et la succession végétale en bordure du chenal. Évidemment, c'est une importante composante des écosystèmes forestiers. Sauf qu'il y a une perception vraiment négative en général du public vers les débris ligneux. Perception que ça cause de l'érosion, des inondations. Et ça a été en fait l'enlèvement des débris ligneux, une des pratiques les plus communes d'altération des cours d'eau dans le passé. Si on vient aux recommandations du guide de pêche et océan Canada, par rapport au nettoyage de cours d'eau, donc c'est un extrait qui indique que le nettoyage des cours d'eau afin d'améliorer l'habitat de l'ombre de fontaine est une activité répandue au Québec, c'est un fait. Là, la deuxième phrase, il consiste principalement à enlever une partie de la végétation riveraine, les débris ligneux, les embâcles de bois ou d'anciens barrages de castors qui contribuent à diminuer la qualité générale de l'habitat de l'ombre de fontaine. Puis c'est cette phrase-là où moi je tique un peu, il n'y a pas de référence ici, mais c'est vraiment, vraiment pas ce qu'on voit dans la littérature scientifique, là, cette idée que des débris ligneux peuvent contribuer à diminuer la qualité de l'habitat. Et ces recommandations-là de pêche océan sont reprises
J'ai pas vérifié, ça date de 2015 par la Fondation de la Faune dans leurs critères de financement des projets de restauration. J'ai pas vérifié si dernièrement ça avait été modifié, mais c'était en 2015, là, le financement des projets est attribué en fonction des résultats attendus. Donc, par exemple, le nombre de mètres de cours d'eau nettoyés, nombre de barrages de castors ou d'embarques démantelés, nombre de seuils, de déflecteurs, d'abris et de frayères aménagées. Donc, c'est très clair qu'on envoie un message aux organismes de bassin versant ou autres intervenants de suivre cette voie. Mais quand on regarde la littérature, ça vient de Californie, ici, de maintenir le bois dans les cours d'eau, c'est essentiel. D'abord, les branches captent pas juste les sédiments, mais aussi la matière organique qui sert de nourriture aux espèces aquatiques. Quand on se promène un peu dans les rivières, c'est fréquent qu'on voit que les poissons sont proches des branches. Mes collègues à l'université de UBC en Colombie-Britannique ont publié il y a quelques années un article qui indiquait que méconnaissance des bénéfices apportés par la présence d'arbres dans les cours d'eau. Là, c'est une citation traduite de leur article. En augmentant la rugosité du chenal, le bois décroît l'énergie disponible pour transporter les sédiments et éroder le lit et les berges, ce qui résulte en une plus grande stabilité du lit et des berges, ce qui est un peu l'inverse de la perception. En Angleterre, un autre extrait traduit, la présence de débris ligneux est de plus en plus considérée comme une forme peu coûteuse de restauration des cours d'eau et comme un mode de protection contre les crues. Encore là, ça va à l'envers des perceptions fréquentes. Et je le répète, c'est vraiment un processus naturel. Quiconque a fait un peu de canot en rivière là, voit ça tout le temps, des arbres qui tombent dans les rivières. C'est complètement dans la nature des cours d'eau. Et une autre citation ici qui vient de National Research Council, US National Academy of Sciences, en 1996, quand même, ça fait 22 ans, potentiellement aucune autre composante structurelle de l'environnement est aussi importante pour l'habitat du saumon que les débris ligneux. Alors, c'est assez clair. Et je reviens à l'étude de Californie, le nettoyage intensif des débris ligneux est une erreur due à la méconnaissance de leur rôle dans les cours d'eau. Plusieurs personnes perçoivent encore les débris ligneux comme une barrière au passage des poissons, donc ils les enlèvent pour, entre guillemets, aider les poissons. C'est vraiment ça vient de la littérature, là, le message est assez clair. Et quand on regarde ce qui se fait ailleurs, on est passé, en fait, dans les années 90 à installer des débris ligneux de façon très ancrée, là, comme on voit à gauche. Puis on est passé maintenant à des ajouts de débris ligneux beaucoup plus naturels, avec moins d'ancrage, en se disant c'est pas grave si ça se déplace lors d'une grande crue, ça fait partie des processus naturels. À la lumière du changement de paradigme scientifique dans le domaine de la restauration des cours d'eau depuis les dernières années, il apparaît important de ne plus faire la promotion du nettoyage de cours d'eau comme moyen d'améliorer l'habitat de l'ombre de fontaine ou d'autres espèces de poissons. Ça a été cité dans l'article que je mentionnais dans la recension des écrits, mais aussi basé sur la littérature. Et 77 des 88 études qui ont évalué l'efficacité des débris ligneux concluaient qu'ils ont contribué à l'amélioration d'au moins une composante d'habitat. Des exemples d'ajouts ici en haut, ça vient de NOAA Fisheries, là, qui est le pendant américain un peu de pêche océan. Donc, c'est clair que l'intérêt dans ces cas-là, c'est de restaurer l'habitat. Un autre exemple en France, vraiment un facteur de diversification physique de la rivière, l'ajout de bois. Donc, la question ne devrait pas être de savoir si les débris ligneux doivent ou non être utilisés en restauration, mais plutôt quelles sont les conditions structurelles appropriées en un lieu donné, donc dimension, orientation, etc. Il y a un consensus complet sur la pertinence d'avoir des débris ligneux dans les cours d'eau. Et si vous regardez dans des articles récents, là, encore là, de réintroduction de ce qu'on appelle en anglais les wood jams, les embâcles de bois, c'est vraiment très facile de trouver de très nombreux articles là-dessus, donc à gauche, avant et après restauration ici. Dernier point dans cette deuxième section sur les barrages de castors, est-ce un bienfait, est-ce un fléau? Les barrages de castors, indéniablement, apportent des changements significatifs dans les conditions hydrologiques d'un cours d'eau, dans la morphologie, dans la qualité de l'eau. Donc, ça peut directement influencer l'habitat du poisson et d'autres organismes aquatiques.
Comme le débris ligneux, les barrages de castors sont une composante naturelle et dynamique de plusieurs systèmes fluviaux. L'intensité des impacts va être très liée au site. Les effets vont être plus forts pour les petits cours d'eau et de nombreux impacts positifs tels que l'hétérogénéité accrue, la diversité des espèces et des habitats deviennent évidents à l'échelle du paysage. C'est quelques citations. La présence de barrages de castors va altérer généralement les conditions d'écoulement dans le réseau hydrique par une diminution à l'échelle du tronçon du volume de sections lotiques, par un accroissement des sections lentiques. Ça va augmenter la superficie et la connectivité à la plaine inondable. Il y a des impacts sur la qualité de l'eau en termes d'azote, phosphore, d'oxygène dissous qui sont notés dans la littérature. Mais, il y a beaucoup de mais là-dedans. C'est très localisé, ces impacts-là. Ils sont sans effet significatif à long terme, d'après la littérature. Il y a des impacts sur l'envasement des sites de frais, mais dès la sortie du barrage, l'eau a une concentration réduite en sédiments, ce qui peut être bénéfique pour la truite. Il y a des impacts sur la température, possiblement une augmentation de la température, mais ce sont des effets très localisés qui dépendent de l'ombrage, de la végétation et des apports en eau souterraine. Les barrages de castors modifient l'habitat en favorisant la création de fosses plutôt que de seuils, ce qui peut favoriser des espèces lentiques au détriment des espèces lotiques. Mais il y a d'autres études qui ont montré une plus grande diversité biologique dans les rivières où les castors sont présents. Donc, il y a toujours beaucoup de mais, comme on voit, et pas de consensus clair dans la littérature sur l'impact sur la biodiversité. Mais il y a une étude très intéressante, c'est une méta-analyse, donc une analyse de toute la littérature publiée jusqu'en 2012 de Kemp et collaborateurs, qui prennent chacun de ces impacts-là, d'abord les impacts positifs, d'avoir des barrages de castors. Et ce qui est très intéressant dans cet article-là, cette méta-analyse, c'est de séparer de comptabiliser des études qui ont montré ces différents impacts, mais de regarder si c'est basé sur des données ou si c'est spéculatif. Et quand on regarde l'augmentation de la diversité de l'abondance des espèces, c'est à 88% basé sur des données. Donc, c'est beaucoup plus solide comme affirmation. Alors, la truite brune, l'ombre de fontaine ainsi que les saumons coraux et rouges sont significativement plus gros dans les étangs de castors comparés à ceux présents dans les sections de rivières sans étangs. Donc, beaucoup d'études là-dessus. Des bénéfices ont aussi été observés pour des espèces autres que les salmonidés, surtout dans les périodes d'étiage, alors que les étangs vont contribuer à augmenter le volume d'eau, donc plus d'espace pour la recherche de nourriture, des refuges pour les alevins. Encore là, de nombreuses études. Il y a un exemple ici de réintroduction, comme l'État de Washington, le fameux guide dont je parlais tout à l'heure, prône la réintroduction de castors comme ligne directrice. Donc, ça se fait par ailleurs, là, de faire des analogues, si on veut, de barrages de castors, parce que c'est perçu comme étant positif. Du côté des impacts négatifs, les principaux sont les barrières des rôles de barrière et l'augmentation des températures. Mais quand on regarde si c'est basé sur des données ou si c'est en fait très, très fortement spéculatif, le 78% et 91% spéculatif. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de perceptions. Les impacts négatifs, en fait, des barrages de castors sont surtout notés dans les études qui montrent des faiblesses sur le plan expérimental. Je répète, c'est pas moi qui dis ça, c'est des citations d'articles. Ils sont en grande partie spéculatifs, mais ils influencent quand même les décisions de gestion, comme l'élimination des barrages de castors, comme une mesure de restauration. Il y a des exemples dans l'État de Wisconsin, où là, l'enjeu, c'est la température de l'eau. Énormément de barrages ont été détruits. Là, il y a un revirement de situation dans les dernières années, mais c'était vraiment basé sur des études très spéculatives. Si on regarde dans les recommandations du guide de pêche et océan, il n'y a pas comme tel de recommandation de démanteler les barrages de castors, mais dans les faits, c'est un extrait là, qui indique que le démantèlement de barrages de castors ou d'embacs de bois importants doit être réalisé de façon progressive pour éviter une évacuation trop rapide des eaux emmagasinées. Donc, ça sous-entend que c'est en fait favorisé comme approche. Un exemple ici, j'insiste encore, c'est juste un exemple d'un OBV au Saguenay, là, qui ne font que suivre les recommandations de pêche et océan. C'est pas que je cible cet OBV-là, mais c'est juste un exemple où il y a du support visuel.
donc pour restaurer ici en enlevant les barrages de Castor. Qu'est-ce que la science dit à propos des barrages de Castor? Il y a pléthore d'articles sur cette question. Si je résume, la biodiversité du poisson a augmenté en présence de barrages de Castor. Conserver les barrages de Castor peut aider à maintenir un habitat fluvial et une biodiversité aquatique dans des rivières avec un faible gradient. Nos résultats réfutent les préoccupations en grande partie spéculatives sur les barrages de Castor qui agiraient comme une barrière à la migration des poissons. Si on regarde aussi ce qui se passait avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, il y avait une population de castors estimée entre 60 et 400 millions. Fait qu'en toute logique, il y avait des castors et des salmonidés qui ont coexisté historiquement sans aucune intervention humaine. Et en toute logique aussi, les barrages représentent une composante naturelle de l'écosystème, donc ça n'a pas besoin d'être éliminé comme procédure de restauration pour l'habitat. Il y a des cas où ça peut être des problèmes de sécurité publique, mais ça, c'est un autre enjeu. Mais ici, on parle de restauration de l'habitat. Dernière partie de ma présentation de ce matin, des exemples ailleurs de directives régionales, de concepts de gestion des rivières basés sur la promotion d'une restauration des processus fluviaux. D'abord, en Europe, il faut savoir qu'il y a une directive cadre sur l'eau depuis 2000, des mesures de restauration qui sont basées sur des concepts hydrogéomorphologiques pour établir des processus fluviaux. Ça fait partie de la directive cadre sur l'eau. J'ai mis quelques documents ici, très pertinents d'ailleurs et en français, donc très utile si vous voulez y avoir accès. En France, en fait, l'espace de liberté, le terme vient de là. On l'a un peu emprunté finalement ici. Mais là-bas, ça voulait dire surtout l'espace de mobilité à la base. Et là, on est rendu ailleurs. Là. On est rendu en France à l'espace de bon fonctionnement. Ça, c'est un guide technique de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans la région Rhône-Alpes en France. Ce qu'on voit, c'est à droite, l'hydromorphologie, qui est l'équivalent au Québec de l'hydrogéomorphologie, est au cœur de cette approche-là. Et par rapport à l'espace de liberté de base, là, je sais que c'est une figure horrible. Là, ici, l'espace de bon fonctionnement est beaucoup plus global. Au centre, il y a le bon fonctionnement morphologique, donc l'hydrogéomorphologie est centrale. Mais il y a le bon fonctionnement hydrogéologique, donc les eaux souterraines, biogéochimique, donc la qualité de l'eau, hydraulique, donc tout ce qui a trait aux crues, aux étiages, et écologique. Tout ça est lié, mais ça passe par un bon fonctionnement à la base morphologique. Donc, il y a des liens évidents entre l'écologie et l'hydrogéomorphologie, et ce, à toutes les échelles. C'est une figure qui montre de l'échelle du bassin jusqu'au micro-habitat, à quelques mètres. Et ça, c'est une figure qui vient de ce qui s'appelait jusqu'à tout dernièrement l'agence, l'ONEMA, en fait, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui s'appelle maintenant l'Agence française pour la biodiversité, pour montrer que restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau, c'est au centre de cette approche-là. Et des exemples concrets, la Lesse, la rivière dans le coin de Chambéry, en France, où on donne plus d'espace, donc c'est ces concepts-là d'espace de liberté, de bon fonctionnement. On déplace des digues, par exemple. Un exemple de restauration sur l'Iseron, qui est un tributaire du Rhône, proche de Lyon, où il y a clairement un enjeu d'inondation. On voit les maisons très, très proches de ce cours d'eau-là. Il y a un mur qui a été construit pour les protéger, mais parce qu'on a une vision globale, on n'intervient pas que pour l'inondation, on essaie de restaurer l'habitat en même temps et on note ici que ça a beaucoup d'ajouts de végétation. Donc ça, c'est une partie qui est en chantier. En aval, ça a été terminé déjà et les poissons sont de retour, donc ça fonctionne. Un exemple en Colombie-Britannique qui date de 2010, encore des guides, des recommandations de restauration, toujours basés sur les processus fluviaux, de rétablir la végétation pour promouvoir une succession naturelle sur les bancs de gravier, revégétaliser les versants dénudés avec des techniques de bio-ingénierie. Encore la bio-ingénierie pour des ravins érodés, créer de la rugosité dans le chenal, piéger les sédiments, promouvoir la revégétalisation. Il y a des mesures à court terme, prévenir des perturbations futures avec des travaux, par exemple, sur des routes instables ou érodées, rétablir des structures pour imiter des conditions naturelles perdues à cause de perturbations, donc ajouter des débris ligneux là où les apports naturels en bois sont réduits ou retardés.
Améliorer, créer des habitats, par exemple, dans les zones de gravier pour compenser la perte d'habitat due à des perturbations d'origine anthropique. Créer des conditions qui permettent aux processus naturels toujours de revenir à des niveaux fonctionnels, comme intervenir au niveau de la bande riveraine, promouvoir la croissance de peuplement forestier mixte naturel. Des exemples ici en Colombie-Britannique, donc à gauche, là où ça va bien, on a des arbres, à droite, ce qu'il ne faut pas faire, donc enlever les arbres, parce qu'on dégrade l'habitat à ce moment-là. L'État de Washington, dont j'ai parlé précédemment, toujours, ça c'est partout recommandé de procéder à une analyse complète avant de déterminer la meilleure méthode de restauration. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup dans ce guide-là, c'est qu'il y a 4 niveaux de priorité. C'est seulement si les 3 premiers niveaux ne sont pas accomplis qu'on devrait adopter une approche basée sur l'ajout de structures, comme les seuils des déflecteurs. Et je les mets, les 4 niveaux, c'est d'abord et avant tout protéger les habitats. Donc là où on a des bons habitats, s'assurer qu'il n'y a pas de développement et éviter une dégradation accrue. Connecter les habitats. Fournir un accès à des habitats isolés, ça peut être des habitats rendus inaccessibles par la présence de ponceaux qui seraient mal conçus, par exemple des digues, autres constructions artificielles. Restaurer les processus de formation d'habitats. Utiliser, par exemple, des programmes de récupération des terres en bordure des cours d'eau pour verser des servitudes ou racheter, peu importe, mais laisser plus d'espace aux rivières pour restaurer les processus qui vont maintenir, créer et connecter les habitats. Ça inclut le transit sédimentaire, laisser passer les sédiments, les grands débris ligneux, des régimes hydrologiques, une bande riveraine de qualité et suffisamment large. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Au Québec, on a des bandes riveraines très, très étroites. Regardez la connectivité avec la plaine inondable, la qualité de l'eau, processus de migration du chenal, les laisser aller là où c'est possible. Puis utiliser une combinaison de techniques de restauration passive, c'est-à-dire laisser la rivière aller naturellement, et active, reconnecter par exemple d'anciens bras de méandre. Puis la dernière étape, c'est quand les 3 autres ne sont pas atteints, créer et améliorer les habitats. Modifier les habitats aquatiques par l'installation de structures, la reconfiguration du chenal ou par la construction de chenaux secondaires. Donc en conclusion, il y a un fort consensus dans la littérature scientifique sur le fait d'éviter le plus possible des interventions directes dans les cours d'eau, comme la construction de seuils, déflecteurs, frayères aménagées, et plutôt travailler sur le corridor fluvial dans son ensemble afin que les processus fluviaux d'érosion de berge et d'inondation puissent fonctionner. Il y a des preuves scientifiques probantes selon lesquelles la présence de bois est bénéfique pour les poissons. Il y a un manque de preuves que les coûts d'ajout de structures comme des seuils sont compensés par un rétablissement biologique. Ça, c'est un article de Margaret Palmer, abondamment cité. Et c'est vraiment important et essentiel de revoir en profondeur les recommandations en cours au Québec pour l'aménagement d'habitats de poissons en rivière. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'était très, très intéressant. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez lever votre main, c'est l'icône avec la petite main, et nous allons activer votre microphone, ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai haute voix. Donc, notre première question vient de Marco Bondu. Il demande, effectivement, le financement de la FFQ est dirigé vers le démantèlement des barrages de castors et la mise en place de structures dans les cours d'eau. D'où les nombreux projets de OBV et autres organismes qui veulent contribuer à la restauration des cours d'eau. Une sensibilisation des fournisseurs des fonds pour la restauration des cours d'eau est urgente. Est-ce que la FFQ, le MPO et autres organisations de référence sont en processus de réforme de leur programme et de leur guide? Je dirais, moi j'ai beaucoup parlé, particulièrement à la Fondation de la Faune, de leurs critères, justement. La recension des écrits a été
en partie financé par la Fondation de la Faune. Donc, c'est clair qu'ils ont l'intention d'apporter des modifications. J'ai aussi parlé à Pêche Océan, aux gens qui sont en place là-bas à Montjoly, pour leur indiquer que selon moi, et pas juste moi, d'autres chercheurs, c'était urgent de revoir ce guide-là parce que je l'ai peut-être pas assez dit, je le répète, c'est parfaitement normal, selon moi, que des organismes de bassin versant utilisent les recommandations de Pêche Océan parce que c'est sûr que c'est l'entité scientifique vers laquelle on se retourne quand on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire de la meilleure science possible. Donc, j'en apporte aucun blâme à quiconque suit ces recommandations-là. Je m'attarde plutôt à essayer, avec d'autres collègues, là, de convaincre de l'urgence de modifier et modifier sérieusement les recommandations en vigueur à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Philippe Roussel. Bonjour Philippe. Oui, salut. Bon, vous m'entendez? Oui. Oui. OK, parfait. Ben moi, je travaille dans la région de Néguac, le comité sauveur de nos rivières Néguac, et puis en fait, tantôt je me suis trompé dans les heures, je pensais que c'était à 11h30 ça commençait, mais par chance, j'ai commencé à vérifier, j'ai manqué comme 25 minutes, c'est triste. Mais j'ai rentré dans la section que tu parlais des débris végétaux. Et puis, nous, juste vite fait, les processus qu'on fait, c'est on va faire le nettoyage des déchets et puis en même temps, on va faire la coupe sélective et un nettoyage de débris sélectif que je dirais. On garde quand même des morceaux de bois, des branches qui touchent dans le cours d'eau, dans l'eau. Et mais c'est sûr que la façon qu'on voyait les choses, c'était qu'il fallait faire un certain nettoyage des débris végétaux. Au niveau de quand on affecte un milieu pour faire des structures comme les déflecteurs, par exemple, que nos déflecteurs ont un bon taux de succès, il y a des sections de cours d'eau où on avait comme une couche de sédiments environ des fois 6 à 8 pouces sur plus de 800 mètres et on a fait le nettoyage et la coupe sélective, le courant était visuellement plus élevé et les structures, il y a eu une tempête à l'automne, par exemple, dans cet exemple, et les structures s'avaient rempli de sédiments. Et l'année d'après, on marchait sur la roche et le gravier dans le fond du cours d'eau. Il y a comme beaucoup moins de sédiments. Il y avait eu vraiment un impact de retirer du sédiment. Souvent, dans notre coin, c'est qu'il y a des routes qui sont mal faites, il y a beaucoup d'érosion, il y a des travaux qui sont faits, il y a eu des canals, des fossés qui ont été creusés, il n'y a pas eu de protection. C'est nous qui avons construit les protections pour filtrer le sédiment. Des grosses quantités de sédiments qui rentrent dans les cours d'eau. Fait que je pense à un certain point que c'est comme du jardinage, je dirais, on affecte un peu pour essayer de retirer ces excès de sédiments-là. Voir à quel... Ça serait intéressant, vous viendrez visiter, Mme Biron. Mais c'est ça, je me demande si, à quel point, si d'une façon, on peut faire un nettoyage sélectif des débris et en laisser à la fois... Ce que je dirais, c'est intéressant quand vous mentionniez, bon, il y a des routes, des fossés de route, par exemple, qui apportent beaucoup de sédiments. Ce qui est prôné ailleurs, là, soit à l'État de Washington ou en Colombie-Britannique ou ailleurs, c'est vraiment à ce moment-là de s'attaquer à la source du problème. Et si c'est ça, s'il y a un apport excessif de sédiments parce qu'il y a des fossés de route mal conçus, il y a certainement une façon d'intervenir là, mais pendant qu'on essaie de régler le problème des routes, puis s'il y a un problème urgent, là, que ça affecte fortement une population qu'on sait vulnérable, là, ça, c'est la priorité numéro 4, si on veut, dans l'État de Washington. C'est possible de voir que oui, ça pourrait être bénéfique, mais l'importance de toujours revenir à qu'est-ce qui cause le problème, parce qu'en soi, d'avoir des débris ligneux n'est pas un problème. Ça peut pas être ça, la cause. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose, c'est souvent anthropique, là, quand même. Et c'est ça qui est le changement de paradigme. C'est toujours de faire une
une analyse plus holistique, je dirais, d'un problème et de s'attaquer à ces sources-là plutôt que d'arriver à la fin, c'est-à-dire c'est de mettre un pansement quand on arrive à la rivière, alors que si on traite le problème à la source, on règle ça pour de bon, on n'a plus à intervenir. Oui, mais si vous avez le problème, mettons, de sédiments, puis que tu veux influencer le cours d'eau à ce moment-là pour retirer des sédiments, il y a peut-être, ça serait un nettoyage des débris sélectif un peu pour aider ou pas. Toi, tu vois ça pas du tout, c'est ça? Moi, j'avais Mais juste rapporté ce que la ce que tu science veux dit. dire. Hein? Moi, je rapporte ce que la science dit et j'ai vu Ouais. nulle part dans la science des recommandations d'amélioration d'habitat via un nettoyage, on va dire, sélectif, mettons. C'est nulle part dit. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé, là, mais il y a abondance de littérature qui vont juste dire, dans tous les cas, c'est d'abord le bois dans les cours d'eau bouge, n'est pas constant. S'il y a des grosses inondations, ça va déplacer. Il n'y a rien qui dit que de sélectivement enlever du bois va vraiment avoir un impact significatif sur l'abondance, par exemple, la diversité des espèces. Mais il y a beaucoup qui dit que s'il y a un problème de sédiments, par exemple, qui viennent de routes, que oui, il faut intervenir. OK. Comme dans l'exemple que je mentionnais tantôt, où on marchait pendant qu'on faisait la restauration, il y avait vraiment comme une couche de 6 à 8 pouces de sédiments dans le fond. Et puis, il y avait beaucoup de blocages et ainsi de suite tout au long. Puis le courant était vraiment ralenti par tout ça. Puis c'est en faisant le nettoyage qu'on a réussi avec les structures d'influencer le courant pour mettre le sable sur les berges. Nous, après, en ensemence, puis les plantes naturelles sans berge. Par un déflecteur, des fois, c'est 3, 4 sapins. Puis dans une structure, il peut avoir de 5 à 10 brouettes de sédiments. Là. Mais oui, c'est sûr que d'ajouter des structures affecte la dynamique de l'écoulement, ça c'est indéniable. Bon, je me répète, là, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, ce serait intéressant de faire un suivi dans votre cas dans du plus long terme, là, sur une échelle de 10-20 ans. Les chances sont qu'il va y avoir à un moment donné un coup d'eau qui va remanier sensiblement tout ça. Mais je reviens à ce que je disais à la base. S'il y avait une épaisseur de sédiments vraiment anormale par rapport à la dynamique locale, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un secteur où normalement on s'attendrait à avoir des graviers, par exemple, il y a eu un dépôt anormal parce qu'il y a un apport anthropique très ponctuel et élevé qui viendrait de routes, par exemple. Mais il faut vraiment s'attaquer aux routes. D'intervenir sans s'attaquer aux routes, ça ne semble pas la meilleure approche. Ben nous, on fait les deux. On fait les deux, en fait. Quand on va faire des protections, on va mettre des ballots de foin, on va faire des rock check dams. On fait toutes ces choses-là en même temps de faire l'amélioration dans le cours d'eau. Ce que je fais juste dire, c'est que la science la plus récente va dire que le moins on intervient dans les rivières, en général, le mieux elles se portent tant qu'on a réglé des problématiques, par exemple, de fossés de route ou autres à proximité des cours d'eau. Ça c'est ce que je ne fais juste que la porte-parole de ce que la littérature dit. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine question vient de Anne-Marie Pelletier, qui pose la question: quels sont les impacts des coupes forestières intensives à proximité des cours d'eau? En fait, mon collègue Thomas Buffin-Bélanger, avec qui je collabore beaucoup, a travaillé plus dernièrement là-dessus. J'ai pas, moi, examiné en détail cette question-là. D'abord, il y a des règlements, il y a des bandes riveraines quand même à respecter dans ces conditions-là. Donc, il faut pour que ça ait un effet, d'après ma compréhension, là, il faut qu'il y ait vraiment une portion significative du bassin versant qui soit affectée. Je sais qu'il y a toutes sortes de calculs qui sont déjà établis, qui sont en train d'être visés justement par des collègues comme Thomas Buffin-Bélanger à l'UQAR. Mais parce qu'il y a une bande riveraine qui est quand même assez large et qu'en général, c'est pas 100% du bassin là, qui va être affecté, à ma connaissance, c'est pas perçu comme un problème majeur, mais je vais dire ça sous toute réserve parce que la recensement des écrits ne portait pas sur cet élément-là. Donc, c'est plus des discussions récentes que j'ai eues par rapport au projet en cours.
Merci. La prochaine question vient de Guillaume Dauphin. Merci pour ta présentation. Dans un des bassins versants où je travaille, il y a une forte volonté d'enlever les barrières de castors sous prétexte qu'ils fragmentent l'habitat. Quelle sera ton approche pour essayer de convaincre les différents partenaires qu'ils font partie de la vie de la rivière, qu'il faut les laisser en place? Ben, je recommanderais, bon, c'est en anglais, là, mais la méta-analyse de Kemp et ses collaborateurs que je présentais, puis je peux envoyer, si quelqu'un a besoin de références, envoyez-moi un courriel, je vais vous les transmettre. Elle est très, très parlante. Je pense que il faut juste faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre les perceptions et la science, c'est-à-dire les réelles mesures là, sur les effets. Je sais à quel point c'est difficile de se battre contre les perceptions parce qu'elles sont fortement ancrées et surtout les associations de pêche sportive souvent vont vraiment, c'est documenté ailleurs, même en Écosse, il y a comme une guerre là, entre les scientifiques qui disent d'une part non, c'est positif et beaucoup d'associations de pêcheurs qui disent non, il faut les enlever. Donc, c'est pas qu'au Québec qu'on a ce problème de perception-là. Mais bon, je suis une scientifique, alors je vais toujours me dire, avec des arguments de science, on va finir par convaincre. Mais je sais que c'est un combat assez difficile. Mais si quelqu'un a besoin de références là-dessus, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous en transmettre. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Professeur Biron, je vous remercie à nouveau pour votre excellente présentation. Une petite rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 7 novembre. Sam Reeve de la BCAF en Nouvelle-Écosse fera une présentation au sujet de la restauration de l'habitat de poissons dans le bassin versant de la rivière la Have. Cette présentation sera en anglais.